Nous sommes le 22 décembre, cela signifie qu'on a passé le solstice d'hiver et que Noël se rapproche à grands pas. Et si vous avez déjà fait le tour de toutes les comédies romantiques à la con, des énièmes rediffusions des films de Funès ou des Astérix, et si vous pensez surtout que la vie c'est de la merde, j'ai peut-être un film à vous conseiller, et ce film c'est Black Christmas de Bob Clark. Black Christmas de Bob Clark, c'est un film sorti en 1974, et si j'ai envie de vous en parler ce soir, c'est certes parce qu'il est totalement lié avec la période de Noël, Black Christmas, je pense quand même que j'ai pas besoin de traduire tout de suite, mais le film est intéressant parce qu'on le qualifie comme étant le premier slasher de l'histoire. Alors le slasher, pour celui qui dort au fond, c'est un sous-genre du cinéma d'horreur, qui est apparu donc au milieu des années 70, et qui va mettre en scène un tueur psychopathe, éliminant des jeunes hommes ou des jeunes femmes, souvent des jeunes femmes, à l'arme blanche, et souvent le film se termine avec un seul personnage survivant, principalement une jeune femme qu'on va appeler la Final Girl. Donc effectivement, le slasher, c'est une recette très claire, on a le sentiment qu'il y a une mécanique très précise en fait derrière, et qui donc peut être facilement copiable, et on fait souvent démarrer, en tout cas peut-être pour les spectateurs un peu moins avertis, on fait souvent démarrer le slasher avec le fameux Halloween de John Carpenter, qui est donc sorti en 1978. Et pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus férus de cinéma d'horreur et un petit peu plus pointus, pour beaucoup font démarrer donc le slasher avec Black Christmas de Bob Clark, sorti donc 4 ans plus tôt. Même si pendant des années j'ai défendu en fait cette idée-là qu'effectivement Black Christmas était le premier slasher de l'histoire, en m'intéressant de près à l'histoire du slasher et notamment à ses origines depuis quelques temps, je suis en train d'écrire une vidéo qui est déjà beaucoup trop longue sur le sujet, je me suis rendu compte que Black Christmas n'était pas parfaitement le bon représentant de ce qu'on pourrait appeler un slasher. Il en a une partie des codes, on est d'accord, mais il a quelque chose de particulier, et Halloween également a quelque chose de particulier, et donc cette vidéo pour moi c'était l'opportunité déjà d'une part de vous recommander un film un peu différent pour Noël, parce que Black Christmas est un très bon film, mais en plus revenir un petit peu sur ce lieu commun qui dit que ce serait le premier slasher de l'histoire. Alors avant de dire de quoi parle Black Christmas, déjà, qui est Bob Clark ? Bob Clark, c'est un réalisateur canadien qui a fait pas mal de films, qui a eu une carrière assez longue, mais qu'on a un peu, je pense, oublié aujourd'hui. Il a commencé dans le cinéma de genre et donc le cinéma horrifique, avec notamment Le Mort-Vivant, qui est un film assez cool que je vous recommande également, et qu'il a sorti en même temps que Black Christmas. Les deux films sont des films à petit budget, voilà, parce que c'est pas quelqu'un qui a eu une immense renommée dans ce cinéma-là, et qui s'est pas mal fait connaître au milieu des années 80 lorsqu'il a sorti une saga de films qui s'appelle Porky's, que j'ai jamais vu, qui sont des espèces de proto-American Pie, qui ont eu leur petit succès en leur temps. Mais voilà, Bob Clark est pas quelqu'un qu'on retient aujourd'hui, j'ai l'impression, comme un des piliers quand même du cinéma d'horreur nord-américain, et pourtant, Le Mort-Vivant, mais surtout Black Christmas, ont vraiment, à mon sens, une importance toute particulière. Mais alors du coup, Black Christmas, ça parle de quoi ? Black Christmas, ça va mettre en scène un groupe d'étudiantes qui sont sur un campus universitaire au moment des fêtes de Noël. Donc certaines s'apprêtent à partir, elles font une dernière fête un peu de fin d'année avant de partir, mais elles vont commencer à se faire harceler au téléphone par ce qui va s'avérer être un tueur, qui va également éliminer certaines personnes sur le campus. Donc c'est vrai que quand on décrit Black Christmas comme ça, on a vraiment le sentiment de la recette du slasher, comme je l'ai décrite précédemment. Et c'est vrai, je comprends aussi pourquoi on rapproche Black Christmas de Halloween, parce que il y a beaucoup de points communs dans les films. Déjà, les deux films mettent en scène un tueur, les deux films mettent en scène un tueur qui va s'en prendre à des jeunes adultes et surtout des jeunes femmes. Et en plus, un fait un peu amusant, les deux films commencent sur des plans très très proches les uns des autres, puisque les deux films commencent sur des plans de vue subjective, c'est-à-dire qu'on voit à travers la vision du tueur. Bon, bien sûr, le plan séquence de Halloween sera beaucoup plus magistral, parce qu'il va durer beaucoup plus longtemps, avec des mouvements de caméra. Alors en réalité, ce sont des plans séquences qui ont été collés les uns aux autres, mais peu importe, et il va utiliser dans Halloween une Panaglide, qui est l'ancêtre, on va dire, une première version de ce qu'est la Steadicam. Bon, peu importe, dans Black Christmas, c'est plus des morceaux qui sont entrecalés avec ce qui se passe dans le campus au moment où on voit la vision du tueur, mais peu importe. Dans tous les cas, ces deux films prennent le parti de montrer ce que voit le tueur, ce qui a beaucoup dérangé le public à l'époque, et notamment les critiques, qui trouvaient cette façon de faire assez perverse, puisqu'elle nous oblige à voir quelqu'un commettre des exactions à travers son regard. Mais un des éléments
clé fondamentale du slasher, en réalité, c'est pas tellement, malheureusement, ces héros ou ces héroïnes, même si on parle beaucoup de Final Girl, l'élément clé du slasher, c'est le tueur, c'est le monstre, c'est la chose qui va tuer les uns après les autres les protagonistes du film. En fait, si on va même plus loin dans l'analyse, le slasher, c'est ce qui va remplacer le cinéma de monstres à l'ancienne. Les Michael Myers, les Jason Voorhees et les Freddy, ce sont les nouveaux, on peut dire, Frankenstein, Dracula, Homme Invisible, la momie et ce genre de choses. Et c'est là où pour moi il y a une différence fondamentale, presque en miroir inversé entre Halloween et Black Christmas, parce que dans Black Christmas, le tueur est un tueur beaucoup plus proche de d'un film, d'un whodunit en fait, d'un film, d'un polar quoi, si on veut, d'un thriller, un peu thriller paranoïaque. C'est-à-dire que toute la question dans Black Christmas tout au long du film, c'est qui est le tueur. Il y a une espèce d'ironie dramatique dans le film puisque le public sait où se situe le tueur. Au début du film, on voit très clairement, à travers la vision subjective justement, on le voit pénétrer dans la maison des étudiantes et donc se dissimuler à l'étage. Donc dès le début, il n'y a pas de secret, on sait que le tueur est là. Alors que dans Halloween, c'est tout l'inverse. Toute la question, c'est on se doute que Michael est là, mais où est-il dans le plan? Par quel côté va-t-il surgir et comment va-t-il tuer sa victime? Dans Black Christmas, le tueur est toujours certes dissimulé par l'éclairage, on va dire. Il y a une scène où on voit carrément même son visage en entier, mais la lumière est disposée de telle manière que seul son œil sort véritablement du cadre. On va voir ses mains, on va le voir ses pieds lorsqu'il se déplace, on va voir ce genre de choses. Donc il est caché, mais lui-même ne se dissimule pas. Dans Halloween, le personnage principal, Michael Myers, est masqué, comme tout le monde le sait. Dans Black Christmas, encore une fois, on cherche à savoir l'identité du tueur. Dans Halloween, elle est connue dès le début, il n'y a aucune surprise à ce niveau-là. Et pour moi, c'est ça qui va vraiment différencier les deux films et fait que je place pas forcément Black Christmas comme étant le premier vrai slasher de l'histoire, parce qu'en réalité, avec cette figure du tueur, le film dit autre chose de son antagoniste. Parce qu'avec ce visage de tueur très particulier, qui se nomme Billy ou qui se fait appeler Billy dans le film, en fait, Bob Clark a envie de faire un film extrêmement sombre et très ancré dans le réel. Le personnage de Billy, vous n'avez aucune raison de douter de son existence rationnelle, quand Michael Myers est un personnage en fait fantastique. Il est le mal incarné, et je reviendrai là-dessus. Dans Black Christmas, Bob Clark, il veut vraiment dépeindre quelque chose d'extrêmement sombre à une époque, au milieu des années 70, où il y a une espèce de phénomène aux États-Unis de tueurs en série. On pense notamment à Ted Bundy, à John Gacy Jr., on peut penser à Jeffrey Dahmer. Et donc, il y a une espèce d'angoisse à cette époque, dans les années 70 aux États-Unis et j'imagine au Canada. Et cette espèce d'angoisse qui existe dans la population que le mal peut se nicher dans le quotidien, on va dire, et dans des individus qui peuvent avoir l'air normaux, entre guillemets, quand on les croise, mais qui en fait peuvent à l'intérieur cacher des personnes qui ont une pathologie psychologique lourde, qui peuvent les pousser à commettre des choses terribles. Et je trouve que cette figure du tueur, en fait, elle va infuser tout le film de Bob Clark, et c'est un film qui en fait a une espèce d'arrière-goût très amer. C'est un film qui est très noir, c'est un film qui est presque même très irrévérencieux, parce que en s'attaquant à la figure de Noël, malgré tout Bob Clark s'attaque à une figure religieuse. La fête de Noël, c'est une fête religieuse, et donc il va questionner la place du sacré dans le quotidien des personnes qu'on croise dans le film, et il va un peu justement le désacraliser. En tout cas, c'est presque un film, j'ai envie de dire presque blasphématoire, et qui est totalement montré, donc déjà par la figure du tueur certes, mais également par la mise en scène et l'éclairage du film. Le film est extrêmement noir, très sombre, il joue beaucoup de contre-jour. Il y a même des scènes, je pense notamment à une scène de meurtre où c'est filmé de telle manière qu'on a l'impression que c'est un immense tableau noir en fond, et les objets au premier plan et les personnages sont presque suréclairés pour faire vraiment ce contraste entre la lumière et l'obscurité. Donc il y a vraiment ce jeu sur la lumière. Et finalement, presque la seule couleur, j'ai envie de dire, je caricature un peu, mais la seule couleur qui va venir émailler le film par instant, ce sont les couleurs des décorations de Noël, comme vous pouvez voir derrière moi. Ce sont ces guirlandes qui vont apporter la couleur dans le film. Et j'ai l'impression que ce que Bob Clark dit avec ça, c'est que on vit dans une société extrêmement noire, on a le sentiment que c'est quelqu'un de très pessimiste. Quand on voit le film Le Mort-Vivant, justement, ce pessimisme-là existe.
et que finalement c'est seulement les décorations de Noël, ce qu'on expose, qui donne cette couleur-là, qui font croire que tout va bien, mais en réalité dans le fond tout est sombre, et pour lui j'ai l'impression il essaie de nous transmettre une vision très hypocrite en fait de cette population qui à ce moment-là, au moment de Noël, est dans la paix, dans une forme de charité, dans l'apaisement, dans tout ce qu'on veut, alors que la réalité de la société dans laquelle il vit au moment où il fait le film, c'est que non, il existe aussi des tueurs en série, et il existe aussi toute cette violence, les flics sont montrés comme des incompétents totaux durant le film, et au final les protagonistes ne peuvent quasiment compter que sur eux-mêmes. Alors que dans Halloween, Michael Myers, c'est une incarnation du mal absolu, c'est une métaphore en fait pour John Carpenter, et ça dit complètement autre chose du film qu'il a envie de faire. C'est pour ça que le critique de cinéma et accessoirement aussi réalisateur de documentaires Jean-Baptiste Thorey, il dit de Carpenter que c'est quelqu'un qui il est politiquement de gauche et métaphysiquement de droite, parce qu'il convoque des figures qui sont des abstractions, des choses quasi religieuses, qui sont, voilà, il y a le mal absolu comme il y a le bien d'un côté. Et ça, c'est quelque chose qui justement vient en contradiction avec Black Christmas, qui ne nous dit pas, qui vient déjà nier le caractère religieux en faisant, comment dire, en trahissant l'esprit de Noël avec un slasher si on veut, et en même temps en faisant d'un tueur un psychopathe en fait totalement intégré, c'est-à-dire le personnage de Billy dans le film, il appelle au téléphone, il les harcèle via ce biais, alors que Michael Myers dans Halloween justement est mutique et ne parle jamais. Donc c'est là où pour moi il y a quelque chose de très intéressant, c'est que Black Christmas n'est pas du tout intégré dans une notion de fantastique, quand Halloween l'est, et c'est pour moi ça qui va vraiment lancer le slasher par la suite, et c'est ça qu'on peut remarquer dans toutes les grandes sagas slasher qui ont suivi Halloween. Si on prend Vendredi 13, si on prend Freddy les Griffes de la Nuit, si on prend Chucky, toutes ces sagas-là, et en plus toute la suite de Halloween, elles partent d'un principe que le tueur non seulement est connu, enfin c'est-à-dire que le but n'est pas de savoir qui c'est, mais en plus il est un monstre, comme les monstres mythiques dont je parlais tout à l'heure, il est un monstre presque issu d'un monde surnaturel, et le slasher c'est avant tout des films de mise en scène dont le principe n'est pas tant de se reposer sur un scénario alambiqué façon thriller, mais avant tout de voir comment le metteur en scène va mettre en scène les meurtres justement. Finalement on a presque envie de dire que le monstre dans un slasher c'est presque un prétexte à la mise en scène. Et c'est pour ça que Halloween est autant un film de mise en scène, et c'est pour ça que Carpenter donnait comme direction à Nick Castle, qui est donc l'interprète de Michael Myers, le fait d'être une absence de personnage, et qu'il devait se déplacer de manière fantomatique, de ne dégager aucune expression, etc. Parce que le but pour Carpenter, c'était de faire en sorte que le personnage de Michael Myers, au-delà d'être un boogeyman, c'était quelqu'un qui a un pouvoir sur le montage. Et donc dans Black Christmas, on a beaucoup plus d'intérêt à suivre l'histoire en elle-même, c'est-à-dire ce côté thriller du film, où tout le long on se demande, mais en fait, qui est le tueur ? Et Bob Clark s'amuse à glisser des pistes tout au long du film, notamment une qui est un peu plus évidente que les autres, je vous dis pas si c'est la bonne pour le coup, mais il s'amuse à donner des indices, et on suit ça quasiment comme un whodunit. Mais en même temps, il y a ce côté très violent et dérangeant, en tout cas pour l'époque, que n'avait peut-être pas le whodunit d'avant. Et donc c'est là où j'en viens finalement à ce que je voulais dire, c'est que Black Christmas, pour moi, plus que d'être l'initiateur d'un nouveau genre qui était en construction à l'époque, à savoir le slasher, il est surtout un représentant d'un genre qui est en train de se terminer à ce moment-là. Et pour moi, il est un des giallo finalement nord-américains. Alors le giallo, c'est quoi ? Le giallo, c'est un genre italien du cinéma qui est né au milieu des années 60 et va continuer encore très longtemps, mais globalement à un âge d'or qui va durer une dizaine d'années, de 64 à justement 74-75, on va dire grossièrement. Je vais pas tenter là de définir là ce que c'est le giallo parce que c'est très complexe et que je l'aborde aussi dans la vidéo justement sur le slasher, donc j'y reviendrai ultérieurement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que justement le giallo, c'est un genre de cinéma qui est à cheval entre le thriller, entre l'horreur, le film érotique, ce genre de choses, et dans lequel revient souvent la figure du tueur, non pas certaines fois masqué, mais du tueur méconnu, en tout cas qui n'est pas connu du public, et qui va éliminer des personnes, et souvent des jeunes femmes, tout au long du film. Un très bon exemple de ça, et d'ailleurs un des premiers giallo du genre, c'est 6 femmes pour l'assassin de Mario Bava, que je vous recommande très fortement. Et pour moi, Black Christmas est beaucoup plus proche finalement d'un 6 femmes pour l'assassin
que d'un Halloween. Même si évidemment, encore une fois, il y a une proximité visuelle entre les deux films, il y a des principes, notamment la mécanique d'élimination des personnages qui vont se répéter, mais dans Black Christmas, en réalité, il n'y a pas tant de personnages qui se font assassiner. Donc on n'est pas encore tout à fait sur cette systématique-là, et c'est pas la même chose que veut dire le film. Et donc, pour moi, en fait, Black Christmas, il est une espèce de film qui est une tentative d'importation de la mécanique du giallo sur le sol américain ou nord-américain en général. Et je trouve qu'il y a plein de plans qui le montrent dans Black Christmas. Par exemple, vous prenez ce plan là de l'œil qu'on voit du tueur. Ça, c'est quelque chose qui est très giallesque. La figure de l'œil est très importante dans le giallo, parce que dans le giallo, il y a la notion de voyeurisme tout le temps. Le voyeurisme, certes, du tueur, très souvent, mais aussi celui du public, de celui qui souhaite voir ce genre de film, souhaite voir de l'érotisme, mais aussi des meurtres sanglants. Donc, le giallo questionne très souvent le rapport du public à cette notion de voyeurisme. Et c'est pour ça que la figure de l'œil, qui peut être vue aussi comme une forme de caméra, l'œil du public, ou l'œil du personnage, pardon, qui peut être vue à la fois donc comme l'œil du public ou comme une caméra, c'est pour ça que cette figure de l'œil revient souvent dans le giallo, et donc aussi dans Black Christmas. Et je trouve ça même très étonnant que cette image-là qu'on voit dans Black Christmas avec l'œil du tueur, ben, on retrouve quasiment la même un an plus tard dans Les Frissons de l'angoisse de Argento, qui est un excellent film, un très 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 bon giallo, mais qui sort un an plus tard. On retrouve la même figure de l'œil quasiment mise en scène de la même façon. Ça ne veut pas dire que Argento a plagié, hein, pas du tout, parce que encore une fois, cette façon de mettre en scène les yeux avait souvent été faite avant dans les giallo, mais c'est marrant qu'on le retrouve dans Black Christmas et puis l'année suivante dans un giallo vraiment italien et produit sur le sol italien. Voilà, le giallo est un des genres, même le genre principal, qui va en mutant et en devenant quelque chose de plus brutal et violent, et en abandonnant le côté thriller, va devenir le slasher. Et Black Christmas fait partie de ces œuvres que j'ai envie de dire intermédiaires, qui sont intergenres, qui en fait n'ont pas tout à fait abandonné les codes d'avant. On a clairement une ambiance de thriller dans Black Christmas, mais en même temps sont en train de forger quelque chose à venir. Et dans ces œuvres-là, je peux citer par exemple Torso de Sergio Martino, ou encore La Baie sanglante de Mario Bava, à nouveau. Et ces trois œuvres, elles me semblent tout à fait complémentaires entre elles, et elles vont clairement nourrir quelque chose dans l'inconscient et dans la culture de l'époque, pour ensuite permettre de créer le terreau qui va faire naître quelque chose comme Halloween. Voilà, j'espère vous avoir quand même donné envie de regarder, bon certes Halloween, mais surtout Black Christmas en cette période de Noël. Je vous encourage vraiment, parce que je pense que c'est un film qui a énormément de qualité et qui a été un peu oublié aujourd'hui. Et puis voilà, comme je le disais en introduction, si vous avez fait le tour de tous les films qu'on regarde traditionnellement à Noël, ou si tout simplement vous avez été saoulé par votre tonton bourré qui dit des insanités pendant les repas, ben disons que Black Christmas, ça peut être un bon défouloir. Allez, bonne fête à tous.